La précédente vidéo s'est terminée donc de manière un peu abrupte sur la cadérine qui permet la compaction embryonnaire. À noter l'importance du calcium qui intervient ici au niveau de la cadérine. Alors, cette importance du calcium, on dit toujours de manger du calcium pour avoir de bons os. Le calcium n'intervient pas que pour les os, il intervient par exemple ici, mais il intervient aussi beaucoup dans le système nerveux, on en reparlera. Donc, importance du calcium. Je suis retournée en arrière. Et pour terminer ces molécules d'adhérence, quelque chose que vous avez étudié cette année, c'est la diapédèse, hein, la sortie des globules blancs des vaisseaux sanguins, des petits vaisseaux sanguins. Vous savez que les leucocytes vont rouler le long de la membrane, de la paroi du vaisseau, pardon. Et ce phénomène de roulement des globules blancs, eh bien, il se fait sous l'action des chimiokines, donc ces molécules de l'inflammation, qui vont donc, comment on va dire, s'accrocher aux, aux, aux globules blancs et les accrocher à la paroi du vaisseau pour les faire se déplacer. Et les chimiokines vont agir pour permettre cette accroche et permettre ensuite la sortie du globule blanc du vaisseau. Donc vous voyez tout un tas de protéines euh, qui sont des molécules d'adhérence et qui sont très utiles dans différents phénomènes. Ce qui nous amène à conclure ce paragraphe 2 en disant que la cellule est en contact avec son environnement grâce à la matrice extracellulaire et aux molécules d'adhérence qui permettent la création de tissus qui vont s'organiser à leur tour en organes constituant les organismes. Alors ce contact, il se fait bien sûr par le biais de la membrane plasmique, une interface entre le cytosol et le milieu extracellulaire, d'où le fait que nous allons l'étudier, cette membrane, en détail dans le troisième point de notre étude. Donc rang 3, la cellule entourée par la membrane plasmique. Alors si on regarde de près une membrane plasmique, c'est-à-dire au microscope électronique, vous avez ici dans le haut une cellule qu'on peut appeler cellule 1 et ici dans le bas une cellule 2. Alors vous imaginez les molécules d'adhérence, etc., la MEC ici entre les deux. Et donc on voit que la membrane plasmique de la cellule 1 est composée de deux couches, tout comme la membrane plasmique de la cellule 2. Et donc ça nous amène à la structure de la membrane qui est principalement une bicouche phospholipidique. Alors on parle d'une mosaïque moléculaire parce qu'on va voir qu'il y a plein de molécules là-dedans et que cette mosaïque est fluide, c'est-à-dire que ça n'est pas figé là non plus. Il y a des mouvements. Vous voyez qu'il y a un certain nombre de molécules, des glucides, non, je dis des bêtises, des lipides représentés en gris-bleu sur ce schéma, des protéines représentées en rouge et quelques glucides représentés en violet. On va commencer par parler des lipides. Les lipides ont un rôle de barrière entre la cellule et le milieu extérieur. On a prouvé que les lipides étaient disposés en bicouches. C'est plus précisément Singer et Nicholson qui ont fait ces travaux qui ont abouti en 1972 à cette idée de mosaïque, de bicouche phospholipidique. Et comment ils ont démontré que cette membrane était faite d'une bicouche, donc une double couche? Eh bien, ils ont étalé les lipides de globules rouges et ils ont constaté que cet étalement, à l'issue de cet étalement, il y avait 2 fois plus de surface que la surface externe du globule rouge. Ils en ont donc déduit
ça formait une double couche. Alors double couche, pourquoi? Eh bien parce que la majorité des lipides sont ce qu'on peut appeler globalement des hétérolipides, c'est-à-dire en grande majorité des phospholipides, donc graisses auxquelles sont ajoutés un élément phosphate, et glycolipides pour certains d'entre eux, c'est-à-dire des lipides sur lesquels sont accrochés un glucide. Et ce qui nous intéresse surtout, ce sont les phospholipides qu'on représente ici. Ce sont des molécules qui sont dites amphiphiles. Ça veut dire à la fois hydrophile et hydrophobe. Donc, hydrophiles, elles aiment l'eau. Hydrophobes, elles n'aiment pas l'eau. Eh bien, c'est dû à leur composition. La tête est hydrophile. Elle va se retrouver donc vers l'extérieur ou l'intérieur de la cellule. Le reste est hydrophobe et donc se réunit face à face. Donc ce terme d'amphiphile est important. Les lipides représentent dans la membrane 50% des molécules. Donc la moitié de la membrane plasmique est faite de lipides. On peut signaler également que parmi ces lipides, il existe du cholestérol et qui a une importance très grande dans la structure et le fonctionnement de la cellule. Ensuite, nous avons les protéines. Alors, pour démontrer qu'il y a des protéines, des expériences de cryofracture ont été réalisées. De quoi s'agit-il? Eh bien, tout simplement, on va congeler l'échantillon de membrane et on va le casser, donc faire une fracture, à un endroit X, et on va obtenir ces images, c'est-à-dire des images de la surface de découpe, enfin de fracture, sur lesquelles on applique un ombrage, peu importe, et donc qui vont présenter des reliefs, voire des creux. Eh bien, ces reliefs ou ces creux vont indiquer la présence d'une protéine sur la membrane. Par exemple, ici, on a le résultat d'une jonction entre deux cellules qui présente un certain nombre de protéines. C'est toutes ces boules-là qui sont présentées ici. Alors, ces protéines, elles sont diverses et elles assurent la spécialisation des cellules. Toutes les cellules n'auront pas les mêmes protéines dans leur membrane. Nous avons des protéines d'ancrage, c'est-à-dire qui vont fixer le cytosquelette dont on reparlera ensuite, dont on a parlé précédemment, aux fibres de la MEC, la matrice extracellulaire. Donc ça va permettre à la cellule d'être bien jointive avec sa voisine. Nous avons des récepteurs, c'est-à-dire des molécules qui vont recevoir un élément, ça peut être un neurotransmetteur, ça peut être une hormone, et vont envoyer un signal correspondant. Nous avons également des enzymes qui se trouvent dans la membrane, et nous avons des transporteurs qui vont permettre à des éléments de passer dans un sens ou dans l'autre. Alors, les protéines transmembranaires, ça va être les protéines qui traversent la membrane, donc qui se trouvent de part en part. Elles ont des acides aminés qui sont hydrophobes, puisque c'est la partie qui n'aime pas l'eau de la membrane. Alors ces acides aminés hydrophobes, c'est notamment la leucine, la valine. On peut signaler comme exemple de protéines transmembranaires des canaux qui permettent de faire passer un élément, des pores, donc des simples trous qui laissent passer en continu des éléments, des transporteurs ou encore des récepteurs comme on l'a vu ici et là. Autre catégorie
de récepteurs, donc les protéines transmembranaires, elles sont ici, soit elles constituent un canal, soit leur structure fait qu'elles s'installent entre les protéines et dépassent de part et d'autre de la bicouche phospholipidique. Deuxième type de protéines, les protéines que l'on dit ancrées. C'est-à-dire qu'il va y avoir une liaison covalente entre la protéine et le lipide, un des lipides qui se trouve à côté d'elle. Donc elle tient à la membrane. Un cas important, c'est un transducteur de signal qu'on appelle la protéine G. Cette protéine G est importante parce qu'elle est la cible de potentiels nombreux médicaments, à mon avis plutôt à venir qu'existants déjà, mais des médicaments qui interviennent dans le sommeil, mais aussi dans le cancer, dans la dépression, dans la maladie d'Alzheimer. Donc il y a beaucoup de perspectives et beaucoup de travaux faits sur cette protéine G. Retenez son nom parce qu'elle va sûrement faire parler d'elle dans les années à venir. Et enfin, nous avons une troisième catégorie, des protéines périphériques qui sont extrêmement mobiles, qui vont beaucoup se déplacer. C'est par exemple le cas du cytochrome C qui est ici et qui intervient dans la membrane interne de la mitochondrie, dans ce que vous avez appelé pour les spécialistes la chaîne respiratoire. Il fait partie ce cytochrome C fait partie des protéines qui vont permettre le transfert des électrons aboutissant à la synthèse d'ATP par la mitochondrie. Donc, phénomène extrêmement important. D'autres protéines périphériques, c'est par exemple les récepteurs des neurotransmetteurs, mais également des hormones. Alors j'ai ici représenté un canal. Donc ce canal va s'ouvrir et permettre l'entrée ou la sortie d'ions quand le neurotransmetteur va se fixer et assurer le changement de la forme des protéines qui constituent ce canal. Ça va notamment permettre l'ouverture d'un canal sodique, donc au sodium, d'où l'entrée de charge plus à l'intérieur du neurone. C'est l'origine de la dépolarisation que vous avez vue en cours. Enfin, il existe aussi des sites de fixation des récepteurs d'hormones avec couplage avec la fameuse protéine G et des protéines fixées aux protéines d'adhérence, revoir le grand 2 précédent. On a également des protéines périphériques sur la face interne, celles qui vont se fixer au cytosquelette, à l'actine par exemple, et des protéines enzymatiques membranaires comme on a vu représenté sur le schéma général. Enfin, les glucides, eux, ils servent dans la reconnaissance cellulaire. C'est ce qu'on appelle le glycocalyx, donc des glucides qui se trouvent à la surface de la cellule. Et l'exemple le plus connu est l'exemple des groupes sanguins. Si nous sommes de groupe A, c'est que nous avons des marqueurs A à la surface de nos cellules. Cette membrane est en mouvement. Toutes ces protéines et glucides et protides sont en mouvement permanent. On peut le démontrer grâce à une expérience où on fait fusionner des cellules qui ont des glycoprotéines différentes. On ajoute des anticorps marqués au fluorochrome et résultat, après 40 minutes, on a de la fluorescence de 2 couleurs différentes. De la même façon, pour montrer que les lipides sont aussi en mouvement, on accroche des fluorochromes directement sur le lipide. Avec un laser, on les blanchit et on obtient une